Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 155, cette fois-ci pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Comme d'habitude, tape des matières dans la description ainsi qu'affiché sur la barre de lecture. Et je teste d'ailleurs un autre truc pour faire ma barre de, on va dire, de temps améliorée. Je vous dirai si ça marche bien, bon, vous le verrez la semaine prochaine, mais en tout cas, je travaille encore là-dessus et je pense que j'ai trouvé une bonne manière de l'afficher. Dans tous les cas, commençons. Le premier sujet, évidemment, c'est que je voulais revenir sur le montage du PC Full AMD Asus. Donc, si vous ne l'avez pas vu, c'est sur la chaîne, évidemment. Donc, j'ai fait le montage tranquille du PC pendant un live. Vous avez la rediffusion disponible. J'ai même mis des timecodes, mais ils ne sont pas forcément affichés. Donc, vous les avez dans la description si vous voulez sauter vers un sujet qui vous intéresse le plus dans cette rediffusion. Et du coup, évidemment, je rappelais juste qu'il y a le concours pour gagner cette config. Donc, c'est pour fêter les 100 000 abonnés. Donc, si vous voulez gagner cette config, tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est suivre le lien du concours dans la description. Je vous le remettrai aussi dans la description de cette vidéo en vrai, comme ça sera plus simple. Et comme ça, vous pouvez participer. Il y a aussi un autre concours qui a été fait en même temps, parce qu'Asus était en mode « Oh, ok, offrons encore un petit peu plus ». Et du coup, c'est un kit d'upgrade avec un 3900X, une carte mère justement B550, donc c'était une Strix E, comme dans ce PC-là, et ainsi qu'une RX 5500 XT, évidemment aussi Strix. Et ça, vous pouvez le gagner aussi via un autre lien de concours que je vous mettrai dans la description. Donc voilà. Au passage, merci à tous ceux qui sont passés en live. Merci à ceux qui ont fait des donations ou qui sont devenus membres sur la chaîne. Merci à tous ceux aussi qui ont partagé le live ou juste qui ont apprécié. Genre, c'est le plus important selon moi. C'est que les gens prennent du bon temps à regarder ce petit live. J'en ai profité pour parler un petit peu de tout et de rien pendant que je montais le PC. Il y a souvent des gens qui me continuent de dire genre, oh, il te faut autant de temps pour monter le PC. Je suis en mode, je suis en live déjà. Si je le montais par moi-même, j'irais beaucoup plus vite parce que j'aurais pas besoin de me préoccuper qu'il y a une caméra, qu'il faut bien la mettre, vérifier que le son tourne bien et tout ça, expliquer ce que je fais et tout. Ouais, si je pouvais juste monter, j'irais beaucoup plus vite. Et surtout, ben, je prends mon temps. Il n'y a aucune raison pour laquelle je dois me presser. Je prends mon temps, je monte tranquillement, je parle avec le chat et tout. Donc, si vous voulez revoir cette rediffusion un petit peu longue, vous aurez, quoi qu'il arrive, dans la description pour aller justement revoir. Ensuite, une autre petite news, c'est le fait que le Pixel 3a, le bon vieux Pixel 3, qui était pour beaucoup de personnes une bonne manière d'avoir une excellente qualité photo sans acheter un téléphone ou plutôt un smartphone qui coûte hyper cher, est maintenant du coup en fin de vie. Donc vous ne pourrez, enfin, vous le trouverez toujours en vente, mais Google arrête d'en fabriquer. Donc c'est à dire que les stocks actuels vont commencer à juste diminuer et disparaître à tout jamais en quelque sorte. Donc si vous êtes encore intéressé pour un téléphone Android qui a des très bonnes specs et tout ça, ça reste une bonne alternative, surtout qu'il va certainement baisser de prix. Vous avez toujours le Pixel 4a qui devait sortir, pour ceux qui l'auraient oublié, et on l'attend toujours. Il devait sortir en mai, mais évidemment, vu tout ce qui s'est passé, voilà. Donc ouais, ça reste un bon téléphone, surtout pour la caméra qu'il y a dedans. Je vous rappelle, il a une assez bonne qualité photo, même presque aussi bonne que le Pixel 3 en avait. Et le Pixel 3 était parmi certainement les meilleurs smartphones qui existaient au niveau caméra. Donc ouais, c'est une très bonne affaire. Évidemment, maintenant, il y a aussi l'iPhone SE 2020, le nouveau, qui a aussi une excellente qualité photo pour un prix contenu, parce qu'évidemment, c'est pas non plus le plus abordable, mais bon. Ensuite, petit update par rapport au scandale de Western Digital au niveau des disques durs pour NAS SMR. Donc, je vous rappelle vite fait, Western Digital avait utilisé des disques durs qui utilisaient la technologie SMR. Le problème de la technologie SMR, c'est que c'était pas du tout adapté pour des serveurs ou des NAS, parce que ça peut foutre en l'air largement les performances, au point même que des tests ont été faits où certains disques durs, au lieu de compléter une tâche en 18 heures, le complétaient en 6 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc ouais, et le pire là-dedans, c'est qu'ils les vendaient sans le préciser. Vous voyez, genre ils le vendaient en mode, oui, non, c'est un disque dur normal de NAS, et puis en fait, non. Donc maintenant, vous avez, vous voyez, comment fixer le problème, une nouvelle gamme de Western Digital Red. Donc vous avez les Red, vous avez les Red Plus. Les Red Plus sont garantis sans SMR, voilà, et vous avez les Red Pro. Il faut d'ailleurs préciser que les Red Pro n'ont jamais eu de disque dur qui utilisait cette technologie-là, c'était juste les Red normaux. J'ai pas personnellement vérifié mes disques, mais je suppose qu'ils l'utilisent pas parce que ça fait longtemps que je les ai, mais peut-être que le nouveau disque que j'ai rajouté dans mon NAS pour l'utiliser. Bien que normalement ça concernait... Non, ça concerne bien aussi les 3 Tera, donc aussi bien je m'en suis chopé un. Bon après, l'avantage c'est que moi dans mon NAS, j'utilise un RAID plutôt classique, donc je ne suis pas vraiment affecté directement par ça. Ça peut réduire un petit peu les performances dans certains cas, mais
ça va encore. Je n'ai pas vu d'énormes différences sur mon NAS. Je suis surtout limité par la carte réseau du NAS qui est un 1 gigabit. C'est-à-dire que je peux faire du 120 MO, grand maximum, à travers le réseau. Donc voilà, je suis surtout limité par ça. Mais bon, au moins, si vous êtes à la recherche d'un disque dur de NAS, même si selon moi, comment dire, ça ne me donnerait pas, franchement, ça ne me donnerait pas beaucoup confiance d'acheter des disques durs de chez Western Digital pendant un petit moment, surtout pour un NAS. Je veux dire, pour un PC fixe, voilà, hein, mais pour un NAS, vu ce qui s'est passé, ouais, ça ne me donnerait pas énormément confiance. Retenez encore une fois que si vous êtes sur un PC fixe, il y a beaucoup de disques durs. Bien souvent, les gros disques durs utilisent les technologies SMR. Ça leur permet aussi de réduire le coût, hein. C'est pour ça que, par exemple, certaines marques peuvent fournir des disques durs externes. On l'envoie, hein, j'en ai vu de 8 ou 10 Tera pour 200 €, alors qu'un disque dur interne de 8 ou 10 Tera, ça vous coûte pratiquement 300 €. Donc c'est pour ça, en fait, bien souvent, et aussi pour entrer dans la concurrence. J'ai même vu des gens qui s'amusaient à prendre les disques durs externes, parce que j'ai vu une promotion sur Amazon, justement, pendant qu'il y avait eu tous les trucs Amazon, c'était des Amazon Prime Day, ouais, où il y avait des disques durs externes de justement Western Digital pour 200 €, 8 Tera. Et genre, c'était moins cher que n'importe quel disque dur interne. Et il y a des gens qui s'amusent à le faire. Ils prennent plein de disques durs externes, ils ouvrent, et puis ils prennent le disque dur qu'il y a dedans, parce qu'au final, un disque dur externe, c'est juste un disque dur interne dans un boîtier externe. Et puis après, ils l'utilisent dans un NAS, par exemple. Après, évidemment, vu justement le problème du SMR, ne faites pas ça si vous l'utilisez déjà, si vous voulez garder la garantie, et ne le faites pas si vous utilisez ZFS, parce que là, c'est sûr et certain que les disques durs qui sont dans les disques durs externes sont des disques SMR, pratiquement sur un 100%. Donc ouais, dans tous les cas, voilà ce qu'ils ont fait. Il y aura certainement aussi un truc en justice, hein, c'est à peu près garanti, où les gens vont toucher genre 5 € certainement d'ici 4 ans, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a des rumeurs sur une GTX 1650 Ultra. Oui, vous ne rêvez pas. Donc, je vous rappelle, nous avons une GTX 1650. Nous avons une GTX 1650 aussi qui a de la GDDR6, si je me souviens bien. Vous avez la GTX 1650 Super, qui elle aussi peut avoir de la GDDR5 ou de la GDDR6. Et puis, vous avez évidemment GTX 1660 Super et tout ça. Mais bon, comme si c'était déjà pas assez compliqué, Nvidia va rajouter une 1650 Ultra qui, du coup, encore plus complexe, hein, n'est pas juste genre une nouvelle version ou autre chose. Non, c'est juste que Nvidia avait certainement beaucoup de puces pour faire des RTX 2060 ou 2070 sous la main qui n'étaient pas assez bonnes pour justement ces cartes-là. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont désactivé les RT Core dessus. Ils ont désactivé une partie du GPU. Ils ont juste gardé exactement le même GPU qu'il y a sur une GTX 1650. Donc le même nombre de coups d'accord et tout ça. Ils vont même normalement les mettre à la même fréquence. Et puis, ils vont faire cette GTX 1650 Super. Enfin, Ultra. Oui, ça porte à confusion. Donc, théoriquement, elle devrait être un peu plus performante dans certains cas particuliers. Dû au fait que c'est techniquement un plus gros GPU. Elle devrait aussi profiter, ça, à mon avis, c'est sûr et certain, elle devrait profiter du nouvel encodeur NVIDIA. Ça, c'est par contre très intéressant. Donc, je vous rappelle l'encodeur qu'il y a à partir de la 1650 Super, qui n'est pas présent sur la 1650 tout court, devrait être présent sur cette 1650 Ultra, vu que c'est techniquement une RTX 2060 castrée, hein, comme je le dis, et elle aussi a le nouvel encodeur. Et pour ceux qui se diraient quel est l'avantage, ce nouvel encodeur est vraiment performant. Donc pour quelqu'un qui sera en mode j'ai un second PC qui traîne là, mon ancien PC, vous pouvez mettre une de ces cartes là, utiliser l'encodeur pour faire de l'encodage vidéo, traiter des vidéos et tout ça, et c'est genre extrêmement performant. Donc ça pourrait être un cas d'utilisation de cette carte que je vois personnellement, mais bon. Aussi, oui, c'est vrai aussi j'avais oublié, mais il y a aussi une 1650 Ti qui existe, mais sur ordi portable. Donc c'est un petit peu différent. Donc ouais, c'est juste le bordel avec ces cartes graphiques, on va être très honnête. Évidemment, si elle est plus performante et qu'elle est au même prix, c'est bon pour le consommateur. Mais moi, le problème que je vois, comme d'habitude avec ce genre de news, que je le répète souvent, c'est que quelqu'un qui n'y connaît rien, il est juste en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien, c'est le bordel. Et c'est pour ça que je suis obligé de faire des vidéos de recommandation de cartes graphiques où je suis en mode non, cette carte-là, c'est celle-là en fait. Et celle-là, non, en fait, vous pourriez vous dire que c'est ça, mais en fait, c'est autre chose. Et voilà, ça complique encore un petit peu la chose, mais bon,
Ça veut dire que je vais bientôt, quand elle sera sortie, je vais certainement refaire un guide d'achat de cartes graphiques parce que voilà, ça complique encore les choses. J'attends aussi que les prix rebaissent pour justement recommander les cartes graphiques parce que recommander une RTX 2060 alors qu'elles sont pas du tout au bon prix, ça donne pas trop envie, on va dire. Ensuite, nous avons toujours au niveau carte graphique une news très rapide. Et c'est au niveau de SK Hynix qui a commencé la production de masse de mémoire HBM2E. Je vous rappelle que la mémoire HBM, c'est de la mémoire que vous avez directement à côté d'un GPU ou même d'un CPU, vous pouvez le faire. Donc au lieu d'avoir des puces mémoire très loin, qui augmentent la taille de la carte graphique, qui consomment plus aussi bien souvent, vous avez des puces mémoire vraiment très rapprochées, qui ont qui sont très rapides aussi, du coup, qui ont une énorme bande passante, mais qui bien souvent coûtent plus cher. C'est aussi le problème avec ces puces HBM. Donc elles sont surtout réservées pour les cartes professionnelles. AMD avait essayé d'en mettre dans des cartes, on va dire, grands consommateurs, mais elles n'ont pas été les plus populaires au monde, hein, je vous rappelle. Donc ils sont repassés à de la GDDR6 comme Nvidia. Le fait évidemment depuis toujours à peu près, et avant ils avaient la GDDR5X, mais bon. Donc ça veut juste dire que cette version HBM2, donc qui améliorait déjà l'HBM1, la version E est un petit peu plus efficace, des meilleures, pour information, densité de stockage. Donc vous pouvez avoir des stacks de 16 Go, voilà, maximum. Donc si vous en mettez plusieurs, vous pouvez avoir plusieurs fois 16 Go. Donc ça peut être plutôt pratique pour n'importe quelle application, surtout professionnelle. Comme j'ai dit, les cartes graphiques professionnelles, les quadros ou autre chose devraient utiliser ce genre de HBM. Mais bon, ça reste la mémoire du futur. À mon avis, à terme, on va arriver où toutes les cartes graphiques utiliseront ce genre de mémoire. C'est juste que le prix n'est pas encore là. Donc ça, c'est une évolution vers le fait que le prix devrait baisser. Donc c'est cool. Mais encore une fois, on n'y est pas encore tout à fait. Maintenant, petite rumeur au niveau de Intel qui apparemment va lancer un i9 10850K. Oui, donc ce serait un 10900K avec légèrement moins de boost, vraiment, 100 MHz en moins. Le 2900K pouvant booster jusqu'à 5,3 pour information, donc lui il boosterait jusqu'à 5,2. Et ce serait toujours un Deeker, donc de la série Core i9, pour évidemment le socket 1200. Donc la nouvelle plateforme de chez Intel en Z490 et tout ça. Et du coup, ce serait certainement pour contrecarrer un petit peu les plans d'AMD de sortir, je vous rappelle, et normalement ça devrait être demain, d'ici la sortie de cette vidéo, les 3900 XT, les 3600 XT et 3800 XT aussi. Donc ça devrait juste un petit peu contrecarrer les plans d'AMD, parce que certainement, ce processeur-là, comme il est un petit peu moins bon que le 10900K, sera moins cher. Donc le 10900K est genre varie énormément de 550 à 600 et des euros. Donc celui-là, il pourrait être plus aux alentours de 500 euros, ce qui serait d'ailleurs le prix rumeur pour le 3900 XT. Donc c'est comme l'a fait avec AMD le 3900 XT, c'est un peu genre pour faire un peu pour embêter la marque concurrente, hein. Donc Intel sort un nouveau processeur, AMD sort une version avec un peu plus de boost de fréquence pour contrecarrer un petit peu les choses, et puis Intel ressort un processeur un peu moins cher pour recontrecarrer les choses encore dans l'autre sens. Donc voilà, c'est les petites guéguerres de constructeurs de processeurs. Ma foi, l'avantage ici, c'est que pour tout le monde, ça veut dire que vous aurez l'équivalent d'un 10900K, parce que si vous l'overclockez, il sera exactement le même, et c'est une version K, donc il sera overclockable. Donc ça fait un 10900K en rabais, en quelque sorte, pour ceux qui le voudraient vraiment. Bon, pour ceux qui l'ont déjà acheté, le 10900K, désolé pour vous, parce que là, voilà, hein, voilà, on n'en dit pas plus, hein, vous êtes pas fait avoir, mais ça fait un petit coup de poignard dans le dos, mais bon. Et aussi, il y a aussi par contre un truc qui me paraît bizarre par rapport à ça, c'est que le 10900K n'est pas du tout en stock. Genre, vous ne le trouvez nulle part. Le 10600K aussi a le même problème, le Core i5, je vous rappelle. Je l'ai commandé, j'en ai un pour une table de bench, donc ça c'est moi qui l'ai acheté moi-même. J'avais évidemment des exemplaires de test, mais que j'ai renvoyé à Intel. Donc j'en ai commandé un pour une table de bench Intel, pour en faire d'autres tests et tout ça. Et il a fallu du temps pour qu'il arrive, je peux vous le dire. J'ai attendu pratiquement un mois pour qu'il arrive. Oui, ça a pris du temps. Il est en stock chez LDLC, mais LDLC le vend en 370 euros, donc personne n'est assez fou pour l'acheter là-bas, soyons honnêtes. Donc LDLC, vous devriez peut-être être un peu plus raisonnable niveau prix. Je sais que beaucoup de gens le veulent et que du coup, offre et demande, hein, mais bon, il y a un moment, il faut rester honnête, hein.
Alors, normalement, c'est un processeur, je vous rappelle, au début, quand il est sorti, il coûtait 300 €. Et puis, il a vite monté de prix jusqu'à des prix vraiment complètement fous. Et la raison pour laquelle, je le rappelle encore une fois, c'est qu'il est... Le Core i5, en tout cas, est le plus intéressant parce que c'est le moins cher et il a, une fois overclocké, il a la puissance d'un 10900K pratiquement dans tous les jeux. Vous n'avez pas, évidemment, le nombre de cœurs d'un 10900K qui est 10 cœurs, donc ce qui est pratique pour, par exemple, de l'encodage vidéo et tout ça. Mais pour beaucoup de gens, ils s'en fichent de ça. Ils veulent juste le plus bonne performance dans les jeux vidéo. Surtout pour ceux qui aiment bien bidouiller. Donc ouais, quoi qu'il arrive, je m'interroge justement là-dessus, c'est que ils ont des problèmes clairement d'acheminement, hein, ça se voit. Donc je me dis, est-ce qu'ils vont... ils ont déjà du mal à fournir des 10900K, donc est-ce qu'ils vont arriver à fournir des 10850K, ou alors ça va être un processeur un petit peu mythique, une licorne qui existe sur les sites mais que personne ne peut commander parce qu'il n'est jamais en stock, et juste pour dire que ils ont un processeur face au 3900 XT? Peut-être, je ne sais pas. On verra bien quoi qu'il arrive. Celui par contre qui est toujours en stock, c'est le 10700K qui est beaucoup moins intéressant comme j'avais dit qu'il n'y paraît au final, parce qu'il est un petit peu cher honnêtement. S'il était moins cher, il serait très intéressant. Mais bon, lui il est toujours en stock quoi qu'il arrive. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera quoi qu'il arrive. Demain on aura plus d'informations. Je ne ferai pas une vidéo dédiée sur les 3900 XT. Je n'ai aucun exemplaire de test ou autre chose, hein, je tiens à le préciser. Donc je ne ferai pas de vidéo dédiée personnellement. J'en parlerai certainement dans le prochain Texama Show parce que, je vais être très honnête, ça va pas être le lancement de CPU le plus intéressant au monde, hein. C'est juste une petite upgrade pour juste, encore une fois, dire à Intel, hey, nous aussi, on n'est pas trop loin, hein, donc voilà. Enfin, pas trop loin au niveau des jeux vidéo, parce qu'évidemment, en termes de production, AMD a toujours l'avantage, mais voilà, c'est juste la petite guéguerre et je m'en fiche un peu de participer à la petite guéguerre. Je ferai toutefois un guide d'achat sur les processeurs bientôt, vu que tous les processeurs seront sortis, et que ce sera intéressant de voir quel processeur est justement le plus intéressant pour votre budget. Ensuite, une autre news en rapport aussi, encore une fois, avec Intel, c'est au niveau du GPU qu'on aura dans les Core i5 et Core i7 de 11e génération, que je vous rappelle, devrait sortir en même temps que Zen 3 d'ici la fin de l'année. On est encore un petit peu plus loin, donc pour ceux qui voudraient absolument acheter un PC, je vous le dis, ça ne vaudra pas forcément la peine d'attendre pour tout le monde. Et du coup, ici, ça concerne le GPU qui aurait des plutôt bonnes performances. Donc là, il y a des tests qui ont leaké. Bon, hein, à prendre toujours avec un grain de sel, évidemment, parce que ce processeur n'est pas encore sorti, donc on verra bien. Du coup, ce serait le Core i7, tenez-vous bien, 11 600... Ah non, non, c'est pas 11 000... Ah non, maintenant c'est 1100... Oh. Le i7 1165 G7. Voilà, j'ai réussi à le dire. Qui, du coup, aurait à peu près le même niveau de performance qu'une MX 350 de chez Nvidia. La gamme MX de chez Nvidia, c'est les plus petites cartes graphiques qu'ils mettent souvent dans des ordinateurs portables, d'où le nom l'indique. Donc, elles ne sont pas hyper puissantes, soyons honnêtes. Mais bien souvent, elles dépannent. Vous voyez, elles donnent suffisamment de performance pour jouer à des petits jeux, surtout des jeux e-sport, par exemple, qui n'ont pas besoin de tourner... enfin qui sont pas très lourds ou autre chose, donc ça dépanne, c'est vraiment bien. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que le GPU dans ces processeurs Intel, au final, a le même niveau de performance. Donc ça veut dire que vous n'avez même pas besoin de rechercher un ordinateur portable qui aurait une carte graphique dédiée, parce que vous pouvez vous dire, ah mais non, mais le GPU qui est intégré suffit, et c'est plutôt intéressant. Donc ouais, moi je trouve ça intéressant. C'est pas pour tout le monde, évidemment, hein. Pour ceux qui sont sur PC fixe ou autre chose, vous en fichez un petit peu, hein, soyons honnêtes. Mais pour ceux qui en ont vraiment besoin ou qui recherchent un ordinateur portable avec quand même un petit peu de puissance graphique pour justement faire des choses, c'est bien. Franchement, ça dépanne. Et du coup, ne pas avoir aussi une carte graphique dédiée réduit la consommation de l'ordi portable, ce qui est toujours bénéfique, donc vous permet d'avoir évidemment une batterie qui dure plus longtemps. Après, évidemment, il n'y a pas de miracle, hein, comme c'est une grosse partie graphique puissante, elle consomme aussi quand même de l'énergie, hein, c'est pas comme si tout disparaissait ou autre chose, mais bon, c'est quand même bien d'avoir une seule puce graphique qui fait tout le travail, plutôt que d'avoir une deuxième puce qui s'active que seulement quand vous avez besoin de certains trucs ou je ne sais quoi, avec la technologie Optimus là. Donc ouais. Et enfin, une dernière news au niveau carte graphique, c'est au niveau du fait que la 3080 Ti Strix aurait leaké. Alors, ça peut être un Photoshop, honnêtement, parce que je pense que vous devez le savoir, il y a des gens très doués à Photoshop, donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit un Photoshop. Mais bon, du coup, il y a quelques trucs assez intéressants quand même. Ça fait longtemps d'ailleurs que le refroidissement Strix d'Asus existe, donc ce ne serait pas étonnant qu'ils le mettent à jour justement pour cette génération-là.
parce que selon moi, il commence à être un petit peu genre daté. C'est surtout qu'il n'est plus en accord avec la philosophie de design des cartes mères actuelles et tout ça, et que ben, ça fait un peu tâche même. Honnêtement, je trouve que des fois, mettre une carte Strix sur une carte mère Strix récente, vous voyez que c'est pas le même design. Vous voyez qu'il y a une différence vraiment. Vous dire, ah bah, il y a un design qui paraît différent de l'autre, quoi. Donc ici, on a un design update avec plus d'accents métalliques et tout, qui serait plus en accord justement avec le fait que maintenant Asus aime bien mettre aussi des surfaces un peu miroirs et tout, donc le métal permet un peu de justement refléter ça. On a toujours le RGB évidemment intégré au-dessus et tout. Mais bon, dans tous les cas, ça pourrait être un Photoshop. On a aussi écrit 3080 Ti, ce qui pourrait confirmer que du coup c'est une 3080 Ti au lieu d'une 3090, comme certaines personnes l'ont dit. 3090 ou 3090 si vous préférez, si vous parlez français. Et du coup, ouais, le truc c'est qu'on continue d'avoir beaucoup de leaks sur ces cartes, alors que selon beaucoup de gens, elles n'arriveront pas avant octobre 2020. Du coup, je suis en mode, pourquoi on entend de leaks alors qu'on est au mois de juillet, quoi. Ouais, ça me paraît un petit peu tôt. Donc ouais, peut-être qu'ils vont les présenter à l'avance et puis qu'ils vont dire ouais, elles seront disponibles seulement fin septembre ou quelque chose comme ça. Hein. C'est possible, genre ils les présentent début août et puis ils disent oh c'est disponible fin septembre. C'est déjà arrivé par le passé. Après, ça me semblerait un petit peu logique aussi. Et pour ceux aussi qui se demandent, c'est certainement aussi une présentation interne, ça se voit. Hein. Donc peut-être une présentation interne à Taïwan. C'est là où est basé Asus. Et du coup, ben, c'est là que peut-être l'image aurait été prise pour le côté, on va dire, légitime. Pour ceux qui se demanderaient d'où ça pourrait venir, que, ah, bah tiens, une image d'une présentation maintenant. Voilà, ça pourrait venir de là. Après, encore une fois, selon moi, ça pourrait juste être un Photoshop. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Plutôt calme cette semaine-ci, surtout que j'étais occupé sur la chaîne gaming avec le lancement de l'E-Cube. Mais bon, on reprendra pleinement cette semaine-ci, ne vous inquiétez pas. Il y a plusieurs vidéos que j'ai pratiquement finies, donc ça va pouvoir sortir. On a aussi la vidéo de test, de test de benchmark et tout ça, voir ce que ça donne, ce PC Full AMD, celui que vous pouvez gagner évidemment pour les 100 000 abonnés, je rappelle. Il y a des concours dans la description, si vous voulez participer pour essayer de le gagner. C'est ouvert d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais c'est ouvert en France et en Belgique. Je ne sais pas si la Suisse est inclus, mais après, normalement, le concours est sur Gleam. Et du coup, Gleam vous indique clairement, il regarde de quel pays vous venez. Donc, si vous ne pouvez pas participer dans un pays, il vous le dira, en fait. À part si vous utilisez un VPN. Mais bon, si vous n'utilisez pas de VPN, il vous dira, genre, ouais, c'est ouvert pour ce pays-là ou c'est pas ouvert pour ce pays-là. Dans tous les cas, n'hésitez pas à participer. Merci encore à tous pour votre soutien sur la chaîne. Et merci à tous encore une fois pour les 100 000 abonnés, vu que c'était aussi pour cette occasion-là. J'ai aussi un autre montage de PC, le PC Minitix. J'ai toutes les pièces pour faire un montage en live, donc ça, on le fera certainement très prochainement. J'ai pas encore de date, mais ça arrivera, ne vous inquiétez pas. Et du coup, bah, ça devrait être aussi plutôt intéressant de monter un PC complètement à l'opposé de ce qu'on a fait ici, où on avait un PC énorme. Franchement, quand je le mettais devant la caméra, ça prenait toute la place, quoi. Là, on aurait un PC tout petit, plus en accord avec aussi... la philosophie de design d'un PC qui pourrait aller en dessous d'une TV ou autre chose. Un design au final aussi très similaire un petit peu à la nouvelle Xbox qui arrive. Enfin, similaire. Pas non plus identique, mais en termes de forme un peu similaire. Dans tous les cas, merci à tous. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour un prochain Texama Show et je vous dis salut à tous.